Parfait. Je vous propose que nous commencions. Donc, tout d'abord, merci pour votre temps, votre attention. Donc, nous sommes dans un webinaire qui doit durer peu ou prou 45 minutes, d'accord? Donc, nous abordons 2 grandes thématiques. N'hésitez pas soit à poser vos questions dans la chatbot, soit à ouvrir vos micros à la fin de chaque grand domaine, d'accord? Nous serons ravis de répondre à vos questions. Allez, débutons. Hop! Alors, nous sommes dans le second atelier, du parcours cybersécurité, débuté il y a 2 ou 3 semaines avec vous. Donc pourquoi? Bah, parce que vous le savez, c'est un sujet qui est complexe, donc on l'a décomposé en 5 grandes thématiques et aujourd'hui, nous traiterons ensemble de la protection et de la remédiation. Alors à mes côtés, donc moi je suis Cyril Vivier, donc je suis le responsable du département et à mes côtés, bah, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Nicolas, qui est un architecte avec une spécialisation sur la cyber, et Clément, qui est le patron des deux. Voilà, chacun prendra la parole sur un domaine. Bonjour à tous. Alors, donc, en synthèse, Clément, moi et Nicolas appartenons au département effectivement infrastructure cloud et cyber de Prodware. Donc, en fait, vous avez sous les yeux notre carte d'identité, 5 grands domaines d'expertise, mais aujourd'hui, nous intéresserons spécifiquement à la cybersécurité. Nous adressons à des PME, des ETI. Nous essayons de répondre à l'ensemble de leurs besoins, une centaine de collaborateurs, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et évidemment, une très grosse connivence avec Microsoft, vous le savez, à la fois chez Prodware pour les applications métiers, mais aussi tout le stack technique et sécurité, des services managés qui s'appellent TechCare qui vont jusqu'au 24/7 et une certification expert cyber. Alors, l'agenda, quel est-il? Bah, c'est simple, en fait, comme on se l'est dit, la cyber étant un domaine complexe, on a coupé ça c'est le reflet d'une démarche qu'on a entrepris avec le METI, le mouvement des entreprises intermédiaires. Le 11 mai, nous avons parcouru ensemble les points de l'organisation, de l'audit et de la prévention, adressant l'essentiel, la base, c'est-à-dire il faut effectivement que la sécurité soit incarnée, il faut qu'il y ait un schéma directeur, une PSSI, il faut un budget, d'accord, sans quoi on ne fait pas grand-chose. Il est évidemment essentiel d'auditer sa situation avec des audits de conformité et puis des audits automatisés, mais surtout prévenir plutôt que guérir dans la mesure du possible. Et nous avions abordé l'importance de cybersensibiliser les employés, la simulation d'attaque, la gestion des vulnérabilités et bien évidemment les services SOC et micro-SOC. Donc à chaque fois en vous présentant l'état de l'art du marché, puis aussi les solutions et les partenaires Prodware. Aujourd'hui, donc 2 gros morceaux, que nous allons aborder ensemble, la protection et la remédiation. Donc dans la protection qui est très, très vaste, que Clément va prendre en charge, nous discuterons de l'identité et du contrôle d'accès, de la protection des postes et des serveurs, de la sécurité périmétrique, de la sécurité des données et puis la gestion des menaces. Et enfin, ensuite, Nicolas prendra le relais sur toute la dimension remédiation. Donc évidemment, les incidents et les crises cyber, la reconstruction du système d'information et évidemment, ce qui est absolument indispensable, les assurances parfois et les assistances. Donc, le préambule, vous le connaissez, c'est que évidemment nos métiers, nos organisations s'appuient de plus en plus sur l'informatique. C'est un vecteur de compétitivité, un vecteur différenciant sur le marché. Ces systèmes d'information sont, vous le savez, de plus en plus ouverts sur Internet, par extension, de plus en plus ouverts sur la menace cyber. Et nous vivons, vous le savez, dans un village global, un village mondial, et certains de nos voisins sont malheureusement mal intentionnés. On pense à des hackers, on pense à des activistes, mais on pense surtout à des cybercriminels qui aujourd'hui euh, bah, on trouve leur gagne-pain dans les rançons, le vol de données, etc. Donc en fait, nous qui sommes aux côtés de nos clients, PME, ETI, on les épaule à la fois sur toute la transformation, mais aussi les pannes. Et puis les pannes, donc il y a les pannes maîtrisables, les pannes techniques, mais il y a aussi le risque cyber. Et celui-là, il est particulièrement difficile à apprécier parce qu'il se renouvelle tout le temps. Et c'est à la fois des enjeux techno et des enjeux humains. Et c'est ce qu'on va chercher à aborder avec vous.
Avant de passer la parole à Clément, je voulais vous rappeler quelques statistiques. J'en ai sorti 2 ou 3 plutôt récentes. Par exemple, une étude Sophos, hein, qui dit que les organisations sont attaquées en moyenne, 66% des organisations sont attaquées chaque année au titre d'un ransomware. Et surtout, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on voit que le taux de succès des ransomware passe de 50 à 76% ces dernières années. Donc ça, c'est important. Et une autre information peut-être un peu substantielle, 30% du trafic sur le réseau mondial Internet est dorénavant généré par des bad bots, c'est-à-dire des robots qui vont chercher à scruter les faiblesses de votre système d'information pour préparer une attaque. Et puis enfin, n'oublions pas qu'on parle toujours de la menace issue de l'Internet, mais il y a aussi la menace interne, hein, les insiders, qui comptent pour le second rang des menaces IT. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vais dorénavant passer la parole à Clément. Eh ben, Merci. écoute, je prends la main. Merci beaucoup, Cyril. Juste une petite question de confirmation. Vous voyez bien mon écran? C'est bon, Clément. C'est bon, on est sur le bon. Bon, parfait. Alors, les stats, on en redéroulera un petit peu, parce que la notion aussi à faire passer derrière, c'est que les attaques, elles surviennent tout le temps et en permanence. Moi qui suis dans le Nord, j'ai encore eu fraîchement la mairie de Lille, hein, qui s'est fait attaquer il y a 3 mois et qui n'est toujours pas remis complètement et qui a eu du mal à livrer ses services aux administrés de la ville, quoi. Donc c'est vraiment d'actualité, on ne se pose plus de questions. Alors, ce qui est un petit peu important là-dedans, avant tout, c'est de se remettre un petit peu dans le contexte et puis de démystifier la sécurité et puis de revenir aux basiques. Les basiques, hein, c'est important de prendre de la hauteur systématiquement et d'aborder un petit peu des principes que je vais vous énumérer avec un ici, c'est quoi? Un ici, c'est des utilisateurs qui vont accéder à des applications et à de la donnée d'entreprise, d'accord, sur lequel je vais devoir avoir des leviers. Ces données, ces applications aujourd'hui, et c'est toute la difficulté que l'on rencontre, c'est qu'elles reposent sur des socles qui sont répartis un peu partout, on-premise, dans le cloud, etc., etc. Et puis, une des autres difficultés, c'est qu'effectivement, ces socles, aujourd'hui, eh ben, forcément, ils sont managés. Il y a des équipes IT qui viennent dessus et qui doivent être aussi considérées comme potentiellement des failles et donc à maîtriser. Après, derrière, il y a des préceptes qui sont simples, hein. C'est, je dirais des conseils de bons pères de famille qui sont notamment appuyés par l'ANSSI et mis en avant par l'ANSSI, que je vais redérouler succinctement. L'objectif, hein, de tout ça, c'est encore une fois avoir du recul par rapport à tout ça pour ne pas oublier une zone à traiter. Et puis l'approche qu'il faut avoir systématiquement, c'est la notion de zéro trust qu'on a déjà partagé lors de webinaires préalables. Le zéro trust, c'est de supposer que chaque utilisateur peut accéder à votre système en étant à risque. Derrière, on va mettre en œuvre des mécanismes de privilège minimum, c'est-à-dire limiter les droits d'accès de l'utilisateur à mon système d'information, et puis garantir que l'utilisateur qui se connecte est bien celui en question. Voilà, une fois qu'on s'est dit tout ça, comme je vous le disais, il faut démystifier et ramener au domaine à identifier pour venir traiter la sécurité. Donc, on le fait et on en a parlé il y a 15 jours, pardon, premier webinaire sur la sensibilisation et la formation du utilisateur. Je rappelle en l'occurrence que 80% aujourd'hui de la sécurité, elle repose sur l'utilisateur final. C'est lui qui crée les brèches, c'est lui qui a le clic qui ne va pas ou qui répond là où il ne devrait pas répondre. Donc sensibiliser et former, authentifier, contrôler l'accès, c'est ce dont on va dérouler pierre angulaire et effectivement, ensuite, on va rentrer dans chacun des items qui sont finalement les grandes briques que composent l'infrastructure et votre système d'information. Forcément, les postes et les serveurs, c'est là où on se connecte et on utilise. La partie réseau, forcément, le trafic passe à travers le réseau. L'administration, on le voit là, forcément, ici, je vous disais, on a derrière forcément des équipes IT qui interviennent sur vos mécanismes et qu'il faut traiter aussi, d'accord? Effectivement, c'est des experts pour maintenir à jour, mais c'est aussi un point d'entrée qu'il faut maîtriser. Le nomadisme, on n'en parle plus, hein, l'avènement Covid, etc., a aussi complètement délocalisé l'accès aux données, d'où je me connecte, etc. Donc ça, il faut vraiment le piloter.
Et un des basiques qui est un des fondamentaux, c'est le système d'information à jour. Ça, c'est capital. On parle beaucoup de faille 0D. Il faut que le système soit patché en permanence. Tout ça, repose sur la connaissance du système d'information. Encore une fois, si on n'a pas l'exhaustivité de ce qui se passe sur son SI, on ne pourra pas appliquer tous ces préceptes-là et du coup, superviser, auditer et réagir convenablement. Voilà, je pense que c'était bien de refaire tout ça et il faut vraiment systématiquement repartir de cette vue et de ce tutoieur-là. Alors, si on regarde un petit peu la partie contrôle d'accès. La première faiblesse du système d'information, il faut en avoir confiance, c'est l'authentification. En l'occurrence, pour des petites stats, je rappelle qu'un mot de passe de 7-8 caractères, c'est moins d'une minute à craquer, d'accord? Même si dedans, il y a des caractères un petit peu complexes. Et donc, on s'aperçoit que c'est une faille super importante et ça fait partie des vecteurs d'attaque des hackers. Venir craquer, usurper des mots de passe, surtout quand les mots de passe, on les retrouve sur des post-it sur les PC, et puis que derrière, on a même quelqu'un qui est en train de tourner une émission de télé et on retrouve le de tes post-it affiché sur l'écran, voilà, au nez et à la vue de tout le monde. Donc voilà, c'est assez rigolo. En tout cas, ce mot de passe, c'est une pierre angulaire de la sécurité. Et de ce fait-là, l'idée, c'est d'aller vraiment le sécuriser. On le sécurise comment? Par la notion de multifacteur, MFA. Je pense que le terme est ancré maintenant et assez répandu. Alors, le MFA, c'est quoi? C'est donner à l'utilisateur un facteur d'authentification avec des critères dont il est le seul à posséder, d'accord? Ça va être peut-être une clé particulière, ça va être une empreinte digitale, etc. Et effectivement, quand on parle de MFA, l'idée, c'est de dire, j'ai 2 facteurs. J'ai le couple login mot de passe et j'ai le MFA. À terme, la notion de password va être remplacée progressivement. Le passwordless sera progressivement remplacé par des doubles facteurs comme ça. Ça, c'est fondamental, ces facteurs-là. Qu'est-ce que ça va permettre de faire? Effectivement, à partir de là, on va pouvoir mettre en place un contrôle d'accès sur la base d'authentification. On est sûr que c'est bien, je veux dire, par exemple, Jean qui vient. Jean, il fait partie du service compta. Il s'est authentifié avec ces 2 facteurs. Je sais qu'il appartient à ma société et du coup, je peux lui ouvrir les portes dans l'environnement dans lequel il doit travailler. D'accord? Donc ça, c'est vraiment tous les accès logiques, c'est ce sur quoi on va baser l'authentification. Attention, l'authentification, c'est pour ça qu'on a rajouté ça, c'est important aussi. Aujourd'hui, les hackers, effectivement, essayent d'attaquer le système d'information de manière distante, etc. On a aussi des intrusions qui peuvent être physiques et c'est important de protéger les accès aux éléments clés de votre entreprise. Alors, une salle serveur, c'est ce qui saute aux yeux, mais ça peut être un bureau d'études, ça peut être des choses comme ça. Et donc, c'est important de garder des bureaux qui soient clean. Je parlais des post-it, par exemple, c'est important. Voilà, c'est des choses, des messages à faire passer. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la clé angulaire, c'est l'authentification. Je remets en perspective, vous accédez à des données qui sont dans le cloud, qui sont on-premise, vous accédez à des ERP qui sont SaaS, etc. Tout ça, c'est le couple login mot de passe à chaque fois, c'est vraiment la clé de voûte. Donc, super important. Microsoft, Clément, nous rappelait que seuls 25 ou 25% des comptes on dispose d'une protection MFA. Hein. C'était une stat Microsoft. Hein, c'est une stat Microsoft, effectivement. Ouais, Et ça, c'est que l'environnement Microsoft. Ça veut dire que des environnements annexes, Google, AWS, etc., sont aussi du même cas. Une fois que j'ai traité l'authentification, c'est très bien, c'est un premier cas, c'est un premier pas et c'est essentiel. Une autre faiblesse du SI aujourd'hui, c'est un point d'entrée du hack, c'est l'utilisation des PC, d'accord? Alors, des PC et des serveurs qui sont exposés. Par PC, j'entends, ça peut être des PC d'entreprise et c'est aussi quelque chose qui a un petit peu bouleversé nos réflexes, c'est l'utilisation de nos PC à la maison ou nos smartphones. D'accord, ça a été très répandu dans le Covid parce qu'il a fallu mettre en place des accès aux utilisateurs de manière assez rapide et puis voilà, sans trop se poser de questions. Et du coup, le poste de travail de la maison, il n'est pas forcément protégé, aussi bien que protégé qu'un poste de travail d'entreprise.
Donc, un point d'entrée, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on fait sur ce poste? Ce poste, il faut qu'il soit ce poste, ce serveur, en tout cas tous les équipements qui sont utilisés pour accéder au système d'information, il faut qu'il soit piloté, managé. Ça se fait au travers de quoi? En termes d'outillage. On va parler ici de MDM. Je vous ai mis les acronymes en bas pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les lettres. Donc, c'est une solution qui va pouvoir gérer le poste. Qu'est-ce qu'on entend par gérer un poste? On va pouvoir déjà le maintenir à jour. Ça, c'est la base, d'accord? Donc, tous les logiciels, qui soient Windows ou autres, sont à jour dans les dernières versions. Ça veut dire que potentiellement tous les faiblesses liées au trou de sécurité qu'il peut y avoir dans les versions précédentes sont corrigées et maintenues. Ça veut dire que s'il y a une faille de 0D, on va pouvoir tout de suite la patcher grâce à ce logiciel de MDM. Et quel que soit l'endroit où elle poste, ça c'est une vraie composante OJT aujourd'hui. On prend Cyril, Nicolas et moi. Aujourd'hui, on n'est pas du tout sur les mêmes locaux. On n'est pas forcément à l'intérieur de la société. Et pourtant, notre poste, il doit être joignable. Le MDM permet de faire ça. D'accord? Et le MDM va aussi être utilisé pour déployer les applications autorisées par la société, positionner les droits d'utilisation du poste, etc. D'accord? Donc, cette solution, elle est super importante aujourd'hui. C'est encore une fois, c'est une protection c'est une protection fondamentale. Derrière, une fois qu'on a nos postes à jour, qu'on maîtrise les applications qui sont dessus, qu'on a les droits qui nous intéressaient, alors encore une fois, poste et serveur, c'est important. Effectivement, il faut mettre l'antivirus qui va bien. Aujourd'hui, on parle d'EDR. L'EDR, c'est, alors on l'a souvent utilisé, j'enfonce des portes ouvertes, mais donc c'est un antivirus intelligent. Son rôle, c'est de l'analyse en temps réel. Derrière, il va analyser le comportement de chacune de vos applications et dès qu'il va détecter une application qui a un comportement suspicieux, va mettre en œuvre des mécanismes de remédiation, donc d'isolation de poste, de blocage de processus. Et surtout, il va retracer et tracer toute l'activité qui s'est déroulée sur le poste, donc du premier comportement jusqu'à la fin. C'est ce qu'on appelle en fait, c'est ce qu'on appelle la root cause analysis. On va pouvoir donc identifier ce qui s'est passé, par où le hacker est arrivé et ce qui s'est passé, et puis aller regarder avec ces éléments-là l'ensemble de mon parc s'il n'y a pas d'autres comportements qui se seraient déroulés pour détecter peut-être une attaque plus importante. Cet EDR, vous l'aurez compris, c'est du log, c'est de la traçabilité. Ça veut dire que sans équipe derrière, qu'on appelle souvent microsoc aujourd'hui, donc sans équipe humaine, qui sont là pour regarder, analyser et puis réagir en cas d'attaque, votre EDR a un attrait un petit peu moins important. D'accord? Donc, autant les mécanismes de détection qui sont basés sur des moteurs d'IA sont très performants, les alertes sont très performantes, autant l'analyse de tout ça, elle doit rester dans les mains d'équipes dédiées. Très important. Derrière, on a un utilisateur qui est authentifié. On sait qui c'est. On sait qu'il travaille sur un équipement qui est protégé. On sait qu'il travaille sur un équipement qui est sécurisé. Il y a du coup à protéger tous les éléments qui vont être en contact direct avec Internet ou qui vont être en contact direct avec l'utilisateur. Ces éléments-là, c'est des éléments qu'on met historiquement et il y en a des nouveaux qui interviennent, alors qui peuvent être nouveaux pour certains et un petit peu moins pour d'autres. Donc, c'est tout ce qu'on appelle la sécurité périmétrique. Typiquement, je vais avoir un serveur web. Et ben, son serveur web, forcément, il va être exposé à Internet. Je vais devoir mettre des mécanismes en plus de tout ce qu'on a dit, l'authentification, l'antivirus, etc., pour le protéger. Je peux le protéger avec un firewall. Pour rappeler, le firewall, c'est aujourd'hui un élément de filtrage, alors qu'on qualifie souvent de nord, sud, est, ouest. Ça permet effectivement de venir contrôler les trafics entrants, sortants ou internes qui vont venir sur le serveur, avec des moteurs d'analyse IDS, IPS. Donc ça, c'est de la détection, de la prévention d'intrusion de risque, de l'analyse de flux. Mon firewall va me servir aussi, par exemple, à segmenter des réseaux. Donc c'est un élément capital aujourd'hui qu'on utilise tout le temps.
Derrière, je vais pouvoir mettre en frontal aussi de ces machines-là ce qu'on appelle des passerelles SSL. Donc la passerelle SSL, qu'est-ce que ça fait? Ça gère les accès distants. Alors la plupart du temps par le biais de tunnels SSL. Ça veut dire que entre mon poste et mon application, je vais créer un tunnel étanche sur Internet avec du trafic qui est chiffré, qui va me permettre d'accéder à mon application de manière sécurisée. Aujourd'hui, la passerelle SSL apporte des fonctionnalités un petit peu plus avancées qui permettent de mettre à disposition l'application à l'utilisateur sans passer par un tunnel. De ce fait, si un poste avait une infection, par exemple, l'infection ne peut pas se propager à travers le tunnel, même si on a verrouillé le tunnel à l'application, puisque en fait l'accès à l'application, par exemple, elle va être émulée au travers de cette passerelle. Et donc ça, c'est un vrai gain de sécurité. Il y a d'autres fonctionnalités dans la passerelle qui peuvent être intéressantes, mais je vais passer au suivant, parce que ça peut être vite, consommateur de temps d'expliquer toutes les fonctionnalités. Ensuite, on a le bastion. Donc, le bastion, c'est un élément qui est apparu il n'y a pas finalement si longtemps que ça. Le bastion, voyez ça comme une zone d'authentification en fait, qui va permettre d'accéder à des applications avec des privilèges élevés, sans pour autant que l'utilisateur qui accède aux applications ne connaisse le mot de passe admin. Donc, si je le fais à l'envers, je vais pouvoir donner par exemple à un prestataire la possibilité d'administrer un serveur web. Il va se connecter donc sur mon bastion avec un compte lambda, d'accord, prestataire X. Ce compte, je vais le soumettre à du MFA, d'accord, de la même manière que tout à l'heure. Je vais aussi le soumettre grâce au bastion à des temps d'activité possibles, d'accord? Et puis, à travers ce compte-là, il va pouvoir accéder à des serveurs en tant qu'administrateur, sauf qu'il ne connaîtra pas le mot de la machine derrière, et il pourra travailler. Derrière, le dernier intérêt très très fort du Bastion, c'est la traçabilité dans tout ça. Je vais retracer toutes les actions qui ont pu être faites par cet utilisateur, et derrière, faire de la recherche d'incidents, le cas échéant, s'il y avait quelque chose. D'accord? Donc ce Bastion, c'est vraiment ça, c'est une zone d'authentification, c'est vraiment une zone à part qui permet de couper le lien entre un utilisateur et des accès à privilèges importants derrière. Voilà pour le bastion. Donc le bastion, ça sert de plus en plus pour notamment la mise à disposition d'accès pour des prestataires. Le WAF, un autre élément important. Un WAF, c'est un firewall. Par contre, c'est un firewall qui est dédié au traitement des flux HTTP, HTTPS. D'accord? Donc, le WAF, il protège tous les serveurs web, en tout cas les applications web, des API qui peuvent dérouler, etc. C'est vraiment son boulot. Il est spécialisé là-dedans. L'idée, c'est de dire le trafic qui va être donné à mon serveur web derrière mon API, il est complètement nettoyé de toute attaque. Toutes les attaques vont être prises par le WAF. Le WAF a des mécanismes de DDoS, de protection contre l'injection SQL. Il se base sur des attaques connues, les types OWASP, etc. Et donc l'idée, c'est de vraiment nettoyer le flux et avoir un flux qui est propre. Ça veut dire que derrière, mon serveur web, il continuera toujours de délivrer le même service à mes utilisateurs, de donner le même niveau de performance et il est complètement à l'abri. Et encore une fois, c'est pas exposé à Internet. Hein. Le firewall, le serveur est quelque part dans une DMZ ou un réseau derrière le firewall et le WAF protège et sécurise les flux HTTPS. Le NAC, c'est un dernier élément, un des derniers éléments de la sécurité périmétrique. Le NAC, c'est maîtriser et contrôler et donner l'autorisation à des équipements réseau, un PC, une imprimante, au sein de mes bureaux. D'accord? L'exemple que je donne souvent, c'est j'ai un fournisseur qui vient et qui veut se connecter sur mon réseau pour accéder à Internet, alors par le Wi-Fi ou par un câble réseau qui traînerait sur un bureau. Le NAC, il va être là pour identifier que ce PC n'appartient pas à mon réseau, ne présente pas les garanties de sécurité parce que son antivirus n'est pas à jour ou parce que des mises à jour sur les postes qui ne sont pas faites et du coup va dérouter ou interdire la connexion. Donc dérouter la connexion sur un VLAN qui est estampillé visiteur et pour aller sur Internet, d'accord? Ou alors carrément bloquer l'accès à mon réseau. Le NAC, c'est ça, avec encore une fois la traçabilité dans tout ça et l'alerte. Voilà, donc avec ça, on peut mettre en place une stratégie de connexion au sein de la société.
Enfin, dernier équipement sécurité périmétrique. Hop, je coupais mon téléphone, désolé. Ça va être la passerelle email. Donc, encore une fois, périmétrique parce que c'est un élément qui est au bord de mon système d'information. La passerelle email, il ne faut pas oublier, hein, c'est un anti-spam, ça on le sait tous. Par contre, et surtout, ça va bloquer des pièces jointes dangereuses, des liens frauduleux. Ça va aussi empêcher des arnaques au président et encore d'autres solutions. C'est un élément qui est aujourd'hui indispensable. Rappelons, hein, encore une fois, en termes de, alors, du stade, je n'ai pas le chiffre en tête, mais que c'est une des surfaces d'attaque les plus utilisées aujourd'hui. Et ça l'est encore plus avec des bots malicieux, hein. Le chat GPT dont on parle partout, bah, il est de plus en plus utilisé dans nos petits bots également, qui fourmillent d'intelligence et de finesse pour justement envoyer des mails qui fassent faire le mauvais clic. Voilà, donc avec tout ça, on a validé les accès, on s'assure que le poste est bien et que le chemin d'accès ou point d'entrée à mon système d'information est maîtrisé. D'accord? Derrière, Pardon pas, Clem, puisque l'heure tourne. D'accord. ouais, Permet de faire un derrière, petit peu. Merci. ok, bah, j'ai tapé un petit peu l'eau. Derrière, donc, un élément important, c'est la donnée de la société. La donnée de la société, on sait, c'est l'or noir de l'entreprise, hein. Un fichier client, c'est fondamental. La complexité, c'est derrière tout ça une donnée qui est multiple, qui se retrouve sous différentes formes, de la bureautique, des fichiers Word, etc., ou ça va être des pièces jointes dans un ERP, ça va être des mails, etc., qu'il faut maîtriser, gérer et piloter, encore une fois. Derrière, il y a une méthodologie qui est plutôt simple et qu'on va mettre en place. Cette méthodologie, elle va constituer à identifier, cartographier la donnée. Je rappelle qu'il y a de la donnée sensible, qu'il y a de la donnée confidentielle, qu'il y a de la donnée dangereuse, qu'il y a de la donnée aussi qui est régie par des normes, hein, la RGPD, j'ai oublié de redire en préambule, et d'autres qui vont arriver, hein. Il y a NIS 2 aussi qui va arriver, qui concerne son petit chapitre 2. NIS 2, si c'est pas explicite, on pourra peut-être le réexpliquer à la fin. En tout cas, c'est des principes poussés par l'Europe, conditions de sécurité. Et donc, derrière tout ça, on va pouvoir appliquer au moyen d'outils, de la classification, de l'identification de données et surtout mettre du coup du contrôle accès et du filtrage. D'accord? La méthodologie, encore une fois, c'est celle qui est là, elle est simple. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes déjà plus tranquille. Je vais accélérer un petit peu parce que Cyril, du coup, Cyril m'a taclé, voilà. Donc, on va aller un petit peu plus vite. Alors, la donnée, c'est très bien, la sécu, c'est très bien. La sauvegarde, on parle de cyber-résilience aujourd'hui, c'est ce qui fait que votre société va rester en vie dans le cas d'un sinistre et que vous pourrez remonter des données. On insiste, on en a parlé plein de fois, la sauvegarde immuable, elle est impérative. La sauvegarde immuable, c'est une sauvegarde qui n'est accessible de personne, et certainement pas du hacker, sur lequel vont être mises des données dont on sait qu'elles sont saines et qui seront de toute manière repassées à la moulinette le jour où on doit restaurer une donnée. Mais en tout cas, on est sûr qu'on a de la donnée, d'accord? Alors, par donnée, je le dis souvent, c'est pas juste le fichier, c'est l'ensemble de votre système d'information. Si c'est des VM, c'est des VM, etc. Mais en tout cas, toute la donnée y est. Voilà, cette notion de cyber-résilience, elle est capitale. Je ne vais pas paraphraser ce qu'il y a sur la slide pour la bonne application des 3-2-1, mais vous le voyez, je vous laisse le lire. Voilà. Un dernier outil qui est super important aujourd'hui, on l'a vu, hein, il y a des logs de partout, hein, je dis le WAF fait des logs, le Bastion fait des logs, le Firewall fait des logs. Donc l'ensemble de ces logs aujourd'hui, pour les exploiter, soit on se connecte un par un sur les consoles et en fait on passe un temps fou et on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, soit effectivement on agrège tout au sein d'un SIEM. Le SIEM, lui, il va récupérer l'ensemble de ces logs, il va les corréler et il va sortir l'information utile, on en parle très souvent. Le SIEM, comme je vous disais tout à l'heure sur la partie EDR, le SIEM, c'est l'outil d'une équipe informatique dédiée, d'un SOC, parce qu'il y a énormément de choses à traiter
derrière. Donc c'est de l'humain qui va pouvoir agir et utiliser à bon escient les règles du SIEM afin d'aller plus loin. Et puis le SIEM, on le couple de plus en plus à du SOAR. Le SOAR permet d'automatiser des réponses suite à des incidents. Et donc on va pouvoir peut-être piloter des firewalls en créant une règle, bloquer un flux, on va pouvoir piloter un switch, etc. D'accord. Donc ça, c'est pour améliorer la réactivité. On parle de playbook dans ce cas de figure. D'accord. Voilà un petit peu sur le SIEM. Donc aujourd'hui, encore une fois, on l'a sorti dans les outils parce que c'est une composante essentielle. On ne peut plus se permettre de passer d'une application à une autre pour voir ce qui se passe. Il nous faut une vue, encore une fois, du recul. Voilà, et puis je vais finir du coup par un petit cas client qui permet un petit peu de synthétiser tout ça, qui est un vrai cas client, hein. C'était un prospect qui nous a contacté, hein, qui conçoit, qui fabrique des pièces, et qui, comme tout le monde, veut faire avancer son activité. Donc il est allé chercher des outils pour son SI et des solutions, voilà, pour faciliter son business. Il a pris des outils dans le SaaS parce que ça se déploie rapidement, hein, du 365, et cetera, et cetera. Et puis du marchand, comme c'est un site marchand comme c'est là pour son activité, encore une fois, on touche bien du long, au détriment de la sécurité. Suite à ça, eh ben, tous les ans, hein, il y a les CAC qui viennent, qui ont mis en lumière des risques majeurs liés à tout ça, parce que la composante de sécurité n'a pas été prise. Et puis dans le même temps, il se trouve que pour Sportspay, pas de chance, il y a un de ses clients voilà, qui lui a demandé quel était votre niveau de protection et surtout comment vous pouviez garantir la prise d'activité, parce que moi, en tant que client, j'ai besoin que mon fournisseur il me délivre mes pièces au bon moment. Voilà, donc les actions qui sont réalisées, encore une fois, hein, c'est que du bon sens. Donc on a recreusé le sujet avec un audit et on a préconisé une cible par étape, d'accord? Les mesures correctives, je vais vous les détailler, j'ai un petit schéma derrière, mais on a repris la main sur ce qui manquait pour ce prospect, hein, qui est devenu client, à savoir les postes, les devices, l'antivirus, la donnée, et puis son site web, hein, qu'il avait mis en local, pas très bien, qu'on a externalisé. Derrière, on a poussé jusqu'à effectivement la formalisation d'une PSSI qui lui a permis aussi d'amener la preuve des éléments et des mesures de sécurité, incluant PRI, PRA, à son client. D'accord? Voilà, donc un petit schéma pour illustrer l'ensemble de tout ça. Donc on voit que ce client-là qui a un site et qui travaille, donc faisant de la conception sur un serveur avec des gros fichiers. Donc, on a gardé un serveur ici en local pour ces gros fichiers. On est venu appliquer les mesures de sauvegarde pour avoir une sauvegarde, encore une fois, cyber résiliente. Donc, de la bande, d'accord? Je sors ma bande, c'est pas touchable. De la sauvegarde facile et puis une externalisation aussi de sa solution, alors chez Prodware en l'occurrence, pour repartir s'il y avait le cas. On est venu aussi sécuriser, je vous l'avais dit, segmenter les réseaux, ce qu'il n'y avait pas avant entre le réseau local, l'environnement industriel. On est venu poser un couple de firewall qui organise tout ça. On est venu derrière, alors il y avait déjà fait le choix d'Office 365, donc on a pu se baser là-dessus pour venir piloter et gérer l'ensemble de ces postes avec tous les outils qui sont natifs dans Office 365 pour gérer tout ça. Et puis l'authentification, qui était un axe majeur chez lui, qui était un petit peu décousu. On est venu tout centraliser et poser sur l'environnement Office 365, que ce soit ce serveur, l'accès à l'ERP ou les devices, de façon à maîtriser et contrôler complètement l'ensemble des accès. D'accord? Donc, un seul point d'authentification et toutes les mesures de MFA et de suivi qui s'en suivent et qu'on a pu mettre. La partie fichier, je vous ai dit, elle a été migrée. Il y a quelque chose qui s'appelle AIP chez Microsoft qui permet de faire entre autres de la labellisation et du suivi de documents. D'accord? Donc, on est allé, notamment pour la gestion d'affaires, poser des règles de gestion sur ces fichiers, du backup du tenant évidemment, et son site web qui était une vraie faille ici, qui était à risque, qu'il avait monté un petit peu rapidement. On est venu le poser dans Azure avec du backup évidemment, et en frontal forcément un WAF parce que derrière il y a du marchand, il y a du commerçant, les clients se connectent sur son espace là. Ce site, il doit être vraiment protégé, sécurisé. D'accord? On a un petit bout de firewall ici également qui permet de faire le lien pour l'administration, pour la sécurisation des API et puis de la gestion d'accès pour les partenaires. Voilà un petit peu un cas de figure. J'espère que c'était pas trop rapide. C'est dense, hein, ces outils-là, on voudrait toujours en dire plus. C'est bien, c'est bien. Peut-être on va J'ai terminer par le portfolio, Clément, et puis ensuite passer la parole à Nicolas, si tu veux bien.
Exactement. Donc, dans le portfolio, merci Cyril, on va retrouver pour chacun des domaines les acteurs avec qui on travaille. Donc, ça, vous le savez, on a un fort partenariat avec Microsoft qui présente aujourd'hui des gages en termes d'applications de sécurité qui sont vraiment pertinentes. C'est pour ça qu'on retrouve souvent Microsoft dans dans les, dans les items à protéger. D'accord. Donc, sur la partie authentification, c'est du Microsoft, ça c'est de la clé, et puis Okta, c'est un système de gestion du cycle de vie utilisateur. L'antivirus, encore une fois, on va retrouver Defender qui est très bien placé, et puis Trend. La partie MDM, ça va être Intune, qui est facile à déployer et puis facile à configurer. Sur les firewalls, derrière, mais c'est historiquement pour ceux qui nous connaissent, hein, on travaille avec StormShield et avec SonicWall. On a dans la notion, alors j'en ai pas parlé effectivement, mais de gestion, d'interconnexion de sites et d'intelligence de sécurisation, la couche Cato, hein, qui va permettre d'amener ça, d'accord. Donc là, on faisait avec du MPLS avant, mais de manière une intelligence dans le web, Cato. La partie WAF, on s'appuie principalement sur les solutions de Barracuda et de Microsoft. Et puis voilà, Vim, vous connaissez déjà ces noms-là derrière. Vadé pour la partie email, qui est très pertinent. Et puis, je dirais un des petits derniers au catalogue, mais qui commence à, voilà, qui est de moins en moins dernier, sur la partie SIEM, Sequoia. Sequoia, qui a la particularité d'être 100% français, d'accord, et qui nous, voilà, qui nous garantit pas mal de je dirais, facilité avec tout ça, la langue, l'hébergement, la conformité avec le stockage des données, etc. Voilà, donc le choix de En Sequoia fait, était vraiment pertinent. et puis nos services évidemment se manager que sont le socle Microsoft et le Sequoia Workplace. Mais ça fait écho à la question de Johan, en fait, hein, le Sequoia. En fait, tu évoquais la souveraineté numérique, Clément, hein, c'est le choix que nous avons fait. En fait, c'est intéressant, au sens du SIEM, on fait à la fois le choix, un petit peu le non-choix de Microsoft avec Sentinel, d'accord, hein, qui est le SIEM de Microsoft, mais aussi on fait le choix de Sequoia pour disposer d'un SIEM souverain et épouser en tout cas répondre aux attentes des clients pour lesquels le business est sensible à ces aspects-là. Et on voit la question de Johan Norcross, si je le prononce bien. Donc, alors, je ne sais pas si Bleu, puisque vous parlez, en fait, c'est un cloud souverain d'Azure qui va être co-construit sur de la technologie Azure avec Capgemini. Après, on verra si c'est disponible au travers du catalogue Azure. Si c'est disponible au travers du catalogue Azure, on sera effectivement, Johan, à même de vous le proposer. Très bien, je pense qu'on a terminé, Clément. On va peut-être passer la Oui, parole, je le retourne à je vais Nicolas. laisser la main à Nicolas, oui. J'ai un petit Merci. peu. Oh, ça va tout de suite mieux, forcément. Donc oui, alors après avoir fait toute la partie protection, et comme on sait aujourd'hui que on ne peut pas avoir un SI sûr à 99 voire 100%, il y a des moments où on est obligé de remédier et de gérer certains incidents de sécurité et de crise cyber. C'est ce que nous allons voir là. Avec l'année sur NSIC, la post-crise et le post-incident avec la reconstruction, et un petit focus sur la partie assurance et assistance qui sont proposées aujourd'hui et qui deviennent très très utiles. Alors, il ne veut pas passer. Voilà, donc comme je disais, un système sécurisé à 100% n'existant pas, il est important d'avoir des méthodologies pour pouvoir gérer incidents et crise cyber. Donc c'est bien deux choses totalement différentes. L'incident de sécurité ne touche qu'un seul actif. On peut considérer qu'il ne touche qu'un seul actif, type virus par exemple ou spam. Et la crise cyber désigne tout un pan en fait de l'infrastructure qui engendre probablement une plus grande déstabilisation du fonctionnement du SI et généralement un arrêt de production. D'accord. Pour pouvoir gérer l'ensemble de ces incidents et de crises cyber, il est important qu'une procédure de gestion d'incidents soit écrite, consultable et connue par tous, avec certaines informations dedans sur la gestion même de l'incident. Donc il y a bien un schéma qui est connu et commun à tout le monde, qui est l'identification, alors qui permet de ressortir l'information soit d'un SIEM, soit d'un EDR, ou soit de n'importe quel système qui permette d'extraire des informations.
d'avoir connaissance de l'asset ou des assets incriminés. Il est important ensuite de confiner la menace directement pour éviter une propagation importante au sein du SI. Et ensuite vient deux possibilités, l'éradication de la menace, donc si on est capable de le nettoyer à travers un antivirus, un EDR, ou directement au sein du serveur web, ou alors de récupérer l'asset qui aurait été attaqué et qui permettrait, via des sauvegardes, dont Clément a parlé tout à l'heure, de récupérer un système sain pour pouvoir repartir en production. Et aussi, forcément, à la fin, un retour d'expérience, donc globalement à l'équipe IT, pour pouvoir être sûr et certain qu'en cas de, dans le cas où la menace et l'attaque se reviendraient pour une raison X ou Y, on soit déjà au courant de ce qui a été fait et de ce qui peut être fait le plus rapidement possible. Il est important aussi de tester régulièrement le déclenchement d'un comité de crise, donc le comité de crise qui est là pour gérer deux pans importants de la crise cyber, qui est la partie opérationnelle, donc avec toute la prise de décision qui permet d'isoler les attaques, de déclencher le PRA, qui vont aussi décider d'un commun accord, puisque c'est composé de personnes de l'entreprise, donc de la direction, des services opérationnels IT et de prestataires extérieurs, si prestataires extérieurs il y a. Et ce comité de crise, via la partie opérationnelle, a la possibilité aussi de recourir à une équipe CSIRT qui permet de faire l'analyse forensique correctement et dont on va parler juste après, et aussi de pouvoir reconstruire son SI de la meilleure façon possible, entouré de ses partenaires. Mais le comité de crise, qu'on appelle aussi IRT pour information, l'Incident Response Team, a tout un pan important qui est la communication envers l'ensemble de ses partenaires, ses clients et fournisseurs, ses employés, puisqu'il est important en cas d'arrêt de production de pouvoir tenir informé ses employés. De faire aussi, elle est en charge aussi de faire les différentes déclarations. Donc, s'il y a eu de la donnée personnelle qui aurait été volée, donc de faire les déclarations CNIL et ANSSI, de faire les déclarations auprès des forces de l'ordre qui permettent depuis, alors si je ne me trompe pas, c'est depuis le 24 avril 2023, de pouvoir avoir l'indemnisation de paiement de rançon suite à la loi à la nouvelle loi qui a été promulguée le 24 avril 2023. Et donc, pour pouvoir bénéficier auprès de son assurance, dont on parlera après, de l'indemnisation des remboursements des rançons, il faut avoir fait les déclarations et les dépôts de plainte dans les 72 heures suivant le début de l'attaque. Donc, c'est très important. Sinon, sans ça, il n'y aura pas d'indemnisation possible auprès des assurances. Voilà. Donc, une fois qu'on a géré ça, on se rend bien compte qu'il y a une problématique qui est l'analyse forensique dont on a besoin, puisqu'on a besoin de sanctuariser l'ensemble des preuves qui comportent la pénétration du système, et aussi de pouvoir récupérer chaque indice qui nous permettrait de remonter auprès de l'attaquant. Donc, ça se fait avec une équipe CSIRT, c'est ce que j'expliquais juste avant, qui permet, cette équipe-là va se connecter sur l'ensemble des actifs incriminés et sur l'ensemble des actifs par lesquels l'attaque aurait pu passer, pour enregistrer l'ensemble des preuves, les sanctuariser pour être sûr et certain qu'elles ne soient pas altérées. Ça va permettre aussi, ces preuves-là vont permettre de déposer plainte et de faire valoir ses droits en sachant que le SI était protégé mais qu'il y a eu une pénétration quand même. Elle va aussi permettre de reconstituer le chemin complet de l'attaque avec le scénario et le scénario complet pour pouvoir s'en prémunir juste après en mettant des nouvelles protections là où les pirates seraient passés. Et forcément, ensuite vient le rapport avec l'ensemble des informations et j'ai perdu le mot, une réunion, pardon, de restitution avec la direction et les partenaires. Voilà. Donc c'est quelque chose de très important. On a quelques partenaires. On a un partenaire qui s'occupe pour produire de ça, puisqu'il faut avoir une équipe totalement dédiée et on s'appuie, nous, sur un partenaire. Et Donc,
Non, en 5 minutes, Nicolas, on est déjà à l'heure, si tu veux bien. Merci. Je me dépêche. Ouais, merci. Et alors, suite à une fois qu'on a récupéré l'ensemble des preuves, qu'on a sanctuarisé l'ensemble, on a besoin de reconstruction du SI. Donc, on a deux possibilités. Soit on est capable de nettoyer le SI s'il y a quelques actifs incriminés qui ne sont pas très méchants et dont on se dit que le risque est minime, on nettoie l'infrastructure. Si jamais le risque est trop important et qu'on a vraiment des doutes sur la possibilité de backdoor, etc., vaut mieux reconstruire son SI intégralement dans une nouvelle zone, ce qu'on appelle la green zone, qui permet d'avoir un SI totalement propre, dépourvu de backdoor connu, et ainsi pouvoir reprendre sa production dans l'état initial avant l'attaque. Donc, on a plusieurs possibilités. Soit on fait de la migration de données et du backup en sachant qu'il faut s'appuyer sur des backups qui ne soient pas corrompus, d'où l'importance d'avoir la recherche forensique qui permet d'avoir le début de l'attaque et de remonter une sauvegarde qui date d'avant le début de l'attaque. Voilà, donc c'est vraiment important cette reconstruction. On est capable d'accompagner nos clients sur la reconstruction en mettant rapidement des ressources disponibles en cas d'attaque. Et pour se prémunir de tout ça, une fois qu'on a fait l'ensemble, on a la possibilité, et c'est très important aujourd'hui, de souscrire à des assurances et des assistances. Alors, pour la simple et bonne raison aujourd'hui qu'un arrêt de production coûte énormément d'argent et je passe les amendes en cas de fuite de données personnelles RGPD. Pour rappel, c'est 4% de votre chiffre d'affaires si vous avez une fuite de données RGPD. Voilà, donc ça peut prendre les assurances peuvent prendre en charge tout ou partie des frais engendrés, que ce soit l'équipe CSIRT, que ce soit la reconstruction et le remboursement des rançons. Ce que j'expliquais tout à l'heure, si les déclarations et les dépôts de plainte ont été faits dans les 72 heures suivant le début de l'attaque. Ça vous permet aussi d'être accompagné dans le choix de partenaires pour les équipes CSIRT, etc. Certaines assurances travaillent déjà avec des entreprises pour les équipes CSIRT. Il y a une partie qui est importante et qu'il ne faut pas négliger, c'est l'accompagnement psychologique de l'équipe IT. Il y a une pression importante sur l'équipe IT et plus particulièrement sur la partie sécurité de tous les jours et de tous les instants. Et c'est bien pour ça aujourd'hui qu'un RSSI, sa durée de vie, entre guillemets, en entreprise, c'est entre 24 et 27 mois. Après, il change de boîte. Parce que en cas d'attaque, le stress pour la reconstruction, pour remettre en route, etc., le SI est important sur toute l'équipe IT et toute la population du RSSI, aux techniciens de proximité qui doit lui rendre des comptes aux utilisateurs qui ne peuvent pas travailler et donc, il faut absolument penser à cet accompagnement psychologique. Voilà. Alors, le catalogue de services de Prodware, c'est ce que j'expliquais. On est capable de vous fournir du RSSI à temps partagé. Dans le cas où vous n'êtes pas pourvu de RSSI, on est capable de vous fournir un RSSI pour pouvoir gérer toute cette partie sécurité au sein de vos équipes. Et la gestion de crise, la reconstruction du système d'information, c'est ce que je vous expliquais. On est capable de vous fournir des équipes rapidement pour pouvoir reconstruire et remonter l'ensemble de votre SI. Je vais finir par un petit cas client qui est un client international multisite qui a été attaqué via une passerelle SSL dont une vulnérabilité connue donc en CVE n'avait pas été corrigée. L'attaquant a pu faire une augmentation de privilèges et ce qui lui a permis par la suite de faire du vol de données, de crypter à peu près 120 machines et aussi de demander une rançon pour déchiffrer l'ensemble des datas. Donc la gestion de crise a été déclenchée, donc déclenchement du comité de crise, déclaration, toutes les déclarations légales ont été faites dans les temps. Le dépôt de plainte a été fait par le comité de crise dans les 72 heures. Et il y a une équipe dédiée CSIRT qui a été mise en place pour faire l'analyse forensique, pour préconiser l'ensemble des remédiations et qui a fait le REX, justement, le retour d'expérience pour ne plus que ça se reproduise. Et Prodware, nous avons été sollicités pour la construction de l'ensemble du SI et la mise en place des remédiations qui avaient été données par l'équipe CSIRT. Voilà. Globalement, on m'a demandé de me dépêcher, donc j'essaie de faire très court et succinct. Si vous avez des questions, je suis preneur et je suis là pour y répondre. Il y a une petite question de Johan dans le chat. Alors, j'ai pas le chat affiché, donc si vous pouvez me la donner, ça serait gentil. Quand vous dites reconstruire le SI, ça veut dire tout le SI, y compris les couches physiques. Bon, la réponse que j'aurais, moi, elle est simple, c'est que la réponse est simple, c'est que
il faut que l'équipe CISORT se réunisse et apprécie le niveau de compromission, qui peut être soit au niveau logique, soit au niveau physique. Et puis, on sait très bien qu'on ne peut pas, Johan, produire du physique comme ça d'un claquement de doigts ex nihilo. Donc, tout ça, c'est une question d'appréciation du risque, de moyens et de vitesse. D'accord? Donc, il n'y a pas de réponse manichéenne là-dessus. Voilà, c'est vraiment, je pense, Nico, c'est vraiment du cas par cas en réalité. On peut pas déployer un listing complet pour tous les incidents et toutes les crises. Chaque crise est différente, chaque incident est différent. Le SI n'est pas impacté de la même façon, donc on peut avoir une machine impactée, on peut avoir l'AD d'impacté, on peut avoir un serveur de sauvegarde qui est impacté et pas l'autre. Voilà, donc c'est un peu compliqué de dire, de préconiser là tout de suite sur une cybercrise, on va faire ça. Non, il y a toute cette étude et cette analyse à faire pour savoir par où ils sont passés, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont laissé, parce qu'ils ont très bien pu laisser une backdoor sur un système dont on n'a pas connaissance par lequel il serait passé. Voilà, donc c'est vraiment l'analyse complète à faire qui permet d'en déduire un chemin directeur pour remédier l'ensemble et de savoir réellement où on va. Reconstruction totale ou nettoyage. Et encore une fois, est-ce qu'on doit changer des équipements? Voilà, c'est juste l'analyse qui va permettre de lire. Allez, on prend une dernière question. Allez, parce que l'heure tourne. Donc, Stéphane demande, un audit du SI prend combien de temps en moyenne? Ça dépend du SI, ça dépend de la taille. Clairement, entre un SI qui a 3 machines, 50 postes, et un SI qui a 200 machines avec 10 sites et 3000 machines, il n'y a pas de règles à proprement parler. C'est un peu compliqué de donner ça là tout de suite. Mais il faut compter, je dirais, sur un SI de taille intermédiaire, une bonne dizaine de jours. C'est ce que j'allais dire, de 8 à 10 jours. Voilà. Sur un SI taille intermédiaire, on ne peut plus classique. Une bonne dizaine de jours tant qu'on fasse l'ensemble des paramètres. Donc, système, réseau, site distant, site internet, exposition, les PC, toute la méthodologie, toutes les documentations qui vont bien. Voilà, entre 8 et 10 jours sur un SI de taille standard. Allez, on termine par, il y a un point donc. Je passe la slide. Là, oui, c'est fait. Je me suis permis de présenter. Donc, simplement, les présentations, rapprochez-vous de votre contact commercial Prodware. Il y a aussi un bon moyen de creuser tous ces sujets-là. N'hésitez pas à nous rejoindre. Nous avons organisé 2 dates, le 22 juin matin à Paris, le 29 à Lille. Donc, n'hésitez pas à venir au-devant des gens qui animent cet échange. Avec, je crois qu'on a une dizaine de partenaires à nos côtés, une petite dizaine de partenaires. Voilà, donc je vais vous mettre le lien dans la chatbot. Et puis enfin, n'hésitez pas à noter cette présentation, ça nous permet forcément de nous améliorer. Donc, vous avez un petit QR code à scanner. Voilà, je vous propose de nous libérer, parce qu'on est bien au-delà du temps. Donc voilà, en synthèse, vos contacts Prodware sont à vos dispositions pour zoomer l'ensemble de ces sujets. Et on espère sincèrement, avec Nicolas, avec Clément, que voilà, ces 5 grands domaines ont été intéressants pour vous. À très bientôt. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.